Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Dans cette troisième vidéo de la série des cours sécurité des systèmes d'information. Dans cette vidéo, on va commencer le deuxième chapitre qui s'appelle Initiation à la cryptographie. Pourquoi la cryptographie plus précisément? C'est parce que c'est la technique la plus répandue et la plus utilisée pour la protection des différentes informations, bien différentes données. Qu'est-ce qu'on voulait dire de la cryptographie? Bien sûr, il y a plusieurs définitions du mot cryptographie, mais la définition la plus utilisée, c'est tout simplement l'art de transformer une information compréhensible, une information que tout le monde peut la comprendre, une information que tout le monde peut la traduire à leur propre langage, à une autre information qui n'a pratiquement aucun sens. Le passage, bien sûr, d'une information compréhensible, d'un texte clair vers un texte qui n'a pas de sens, vers une donnée qui n'a pas de sens, s'appelle chiffrement ou bien cryptage. Et l'opération inverse, elle s'appelle déchiffrement. Bien sûr, le chiffrement et déchiffrement ne doivent pas être au hasard, sinon ça sera une technique qui n'a aucun sens elle-même. Plutôt, le chiffrement et déchiffrement sont guidés par une information, une connaissance secrète qui est, ou bien publique aussi, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos, qu'on va appeler après une clé. Un exemple simple, si on choisit un d'entre vous et on l'envoie en Égypte, aux pyramides d'Égypte, et on lui demande de traduire tout ce qui est écrit à l'intérieur des pyramides en langue française, par exemple. Bien sûr, ce qu'on va voir, c'est que la personne envoyée ne peut en aucun cas traduire, sauf s'il a des connaissances précises, sauf s'il est formé en archéologie égyptienne. Même si on choisit quelqu'un qui est spécialiste en culture des peuples du Maya, du Mexique, il ne peut pas traduire les textes existants dans les pyramides égyptiennes. Donc cette connaissance cachée, c'est ce qu'on va appeler après une clé. D'accord? Pourquoi donner cet exemple d'archéologie, etc. C'est parce que la cryptographie, par définition, est un domaine ancien. Lorsque je dis ancien, je dis vraiment très ancien que l'informatique. En fait, la cryptographie a commencé depuis l'Antiquité, depuis à peu près 4000 ans, lorsque les Égyptiens ont traduit leurs idées dans leur tête vers des dessins dans les pyramides. Bien sûr, je vous suggère de lire ce livre-là pour les personnes qui aiment lire les romans. Ce livre est un très bon livre, malgré qu'il est un peu ancien, mais il représente une histoire hors du technique, hors d'aspect technique, de la cryptographie depuis qu'elle a commencé, depuis les Égyptiens jusqu'à la cryptographie moderne. Donc, la cryptographie en général, elle est divisée en termes chronologiques en deux parties. Il y a la cryptographie ancienne qui utilise des alphabets simples, comme les 26 lettres du français. Il y a plusieurs algorithmes de chiffrement qu'on va voir dans cette vidéo, comme le chiffrement de César, Wigner, la Citale, la machine Enigma, etc. Et il y a la cryptographie moderne qui utilise l'informatique, qui utilise les techniques de communication et utilise les mathématiques ou bien des notions de mathématiques plus ou moins complexes. Avant d'avancer dans les algorithmes de chiffrement et la cryptographie classique, j'aimerais bien définir quelques termes qu'on va utiliser fréquemment dans ce chapitre-là. Donc, on parle en général du domaine de la cryptologie, qui est littéralement défini comme la science de secret. La cryptologie, c'est une science elle-même, c'est tout un domaine
assez large qui se divise en deux domaines, ou bien en deux sous-domaines. La cryptographie, qui est l'art de développer, ou bien la science de développer les techniques de chiffrement, la science ou bien l'art de sécuriser la donnée. Et il y a la cryptanalyse qui représente le domaine d'attaque contre les algorithmes de cryptographie. Donc la cryptographie, c'est l'étude et concept des méthodes des algorithmes de chiffrement, et la cryptanalyse, c'est l'étude et analyse des informations chiffrées pour retrouver les informations originales sans avoir la permission. C'est attaquer les algorithmes de cryptographie. Ce qu'on va utiliser comme terminologie, comme notation durant tout le chapitre, même les prochains chapitres si on aura besoin, c'est on va utiliser ces notations-là. C'est PK qui désigne des clés publiques. Je ne vais pas parler maintenant des détails, ça arrive dans les prochaines vidéos. SK qui désigne la clé secrète. M, un message clair. CT pour dire ciphertext, c'est un message chiffré. ENC, MK qui désigne l'opération de chiffrement d'un message M en utilisant la clé K. K, dans certains algorithmes, elle va prendre la valeur de SK, dans d'autres algorithmes, elle va prendre la valeur de PK. Et donc ENC pour dire encrypt et DEC pour dire decrypt. Donc déchiffrer le message chiffré CT en utilisant la clé K. Bien sûr, puisqu'on est dans la sécurité informatique et on parle de la cryptographie, il est important de parler quelle est la sécurité d'un tel algorithme de chiffrement, d'un tel cryptosystème. Donc un cryptosystème est sûr ou bien sécurisé s'il garantit aucun intervenant la possibilité de posséder la clé. C'est-à-dire, ici on parle en général d'un principe très important, c'est le principe de Kirchhoff, qui est défini en 1883, qui dit que la sécurité d'un tel cryptosystème repose sur le secret de la clé et non pas le secret de l'algorithme. L'opération de chiffrement, la procédure de chiffrement et déchiffrement ne doit en aucun cas être secrète. Elle doit être dans tous les temps publique. Et la sécurité d'un tel cryptosystème réside dans la sécurité de ses clés. Il y a maintenant plusieurs techniques pour prouver ça. Il y a une des techniques qui est récente, qui est plus utilisée, c'est la technique de zero knowledge. C'est d'évaluer la connaissance d'un cryptanalyste ou bien d'un algorithme de cryptanalyse avant et après l'attaque. Si la connaissance a été changée, s'il y a de nouvelles données qui ont été ajoutées, on dit que le système n'est pas sécurisé. Donc, on parle maintenant sur les types des cryptosystèmes. Il y a plusieurs classifications, bien sûr, des cryptosystèmes. Cette classification marche toujours pour la cryptographie moderne et non pas la cryptographie classique, mais quand même, on peut les classer, même les algorithmes de chiffrement classiques, par cela. Donc, il y a plusieurs classifications, dont deux de ces classifications sont connues. C'est le mode d'utilisation de la clé. On parle généralement d'un chiffrement symétrique, et c'est le cas de la cryptographie classique et un branche de la cryptographie moderne. C'est lorsqu'on utilise la même clé pour les deux opérations, chiffrement et déchiffrement. C'est-à-dire, si on utilise une clé secrète SK pour chiffrer un tel texte M, on ne peut en aucun cas utiliser une autre clé pour le déchiffrement. Et il y a le chiffrement asymétrique, dont la clé utilisée pour le chiffrement ne peut pas déchiffrer le texte chiffré, même si le texte est déchiffré par la même clé. On doit toujours calculer une autre clé secrète qui s'appelle clé privée, dans ce cas, pour le déchiffrement. Il y a une autre classification selon le mode d'opération. Ici, ce qu'on appelle chiffrement par bloc, dont le texte clair doit être divisé en différents blocs de taille identique et chiffrer chaque bloc
selon un mode de chiffrement qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Et il y a le chiffrement par flow. Donc le texte est considéré comme un seul flow de bits et on chiffre bit par bit, c'est-à-dire on chiffre la donnée entière en une seule fois. Maintenant, dans ces dernières années, la cryptographie se divise en plusieurs sous-domaines, plusieurs axes, plusieurs recherches ont été faites selon des problèmes mathématiques complexes et leurs caractéristiques. On peut connaître la cryptographie homomorphique qui a ses propres caractéristiques, ses propres utilisations, ses propres cas d'utilisation, et la cryptographie à courbe elliptique, cryptographie quantique, cryptographie stochastique, etc. Parlons maintenant de la cryptographie classique. C'est bien de connaître la cryptographie classique parce que ça donne vraiment l'image de la vraie cryptographie pour comprendre le principe de la cryptographie avant de partir à la cryptographie moderne. Donc, on considère en général deux types de la cryptographie classique par substitution. Donc, les schémas de cryptographie ou bien les cryptosystèmes consistent à remplacer les caractères du texte par un caractère de l'alphabet, et je précise bien de l'alphabet, comme le chiffrement de César et le chiffrement de Wigner qu'on va voir, et le chiffrement par transposition qui consiste à décomposer le texte clair en un ensemble de blocs de taille identique dont le schéma de cryptographie consiste à remplacer ou bien tout simplement faire ce qu'on appelle en anglais un shuffling, tout simplement faire une permutation entre les caractères du même bloc. Donc chaque caractère du texte clair est remplacé par un caractère du texte lui-même et non pas de l'alphabet. Un exemple, en fait, il y a pratiquement un seul algorithme de chiffrement, c'est la CITAL qui s'est développé par les Phéniciens 400 années avant la naissance. Ce chiffrement-là, on ne va pas parler dans ce chapitre, il n'est pas vraiment très important, juste le principe c'est de permuter les positions du caractère du texte. Parlons un peu plus en détail pour quelques exemples populaires de la cryptographie classique, en commençant par le chiffrement de César, qui est considéré pratiquement comme l'un des premiers cryptosystèmes pratiques, qui s'est développé 100 années après la naissance, durant la guerre des Gaules. Il s'agit d'un décalage de l'alphabet. On parle toujours de l'alphabet et non pas du texte. On a par exemple un exemple simple. On a l'alphabet latin qui commence de A à Z. On fait un décalage par droite à gauche plutôt. Donc la nouvelle alphabet commence par un D et termine par un C. Puis chaque caractère, pourquoi j'ai choisi 3 en fait, c'est parce que César, dans les documentations, César, c'est le premier, César de Rome, c'est le premier qui a développé ce cryptosystème. Il a utilisé la valeur 3. Donc chaque caractère du texte clair doit être remplacé par le caractère correspondant dans l'alphabet. Par exemple, le message ABCD avec un décalage par 3 devient le message plutôt DEFG. Mathématiquement parlant, malgré que César à cette époque n'a pas introduit le concept mathématique, c'est juste un décalage de l'alphabet en remplacement, le chiffrement de César consiste à remplacer le caractère du texte en prenant sa position dans l'alphabet. Le A, c'est le 0 en général, ou bien le 1. B, c'est le 2, etc. Donc, et en remplaçant par un autre qui est dans la même position dans la nouvelle alphabet. Cette position, elle est calculée à travers la position du caractère plus la clé K. Et la clé K dans ce cas, c'est la valeur de décalage. Décalage par 3, par 4, par 5, etc. Le tout modulo la taille de l'alphabet pour rester dans la valeur de l'alphabet.
Une faiblesse de ce système, c'est tout simplement d'essayer tous les décalages possibles. Si on parle du français qui contient 26 caractères, donc on ne peut pas faire un décalage plus de 25 caractères. Donc on peut essayer tous les décalages possibles jusqu'à arriver au bon choix. Ça reste en général aux experts de linguistique qui peuvent définir quel est le décalage le plus approprié. Vu cette faiblesse plutôt, une amélioration a été apportée par César lui-même durant le temps et par d'autres qui sont arrivés après César. C'est au lieu de faire un décalage de l'alphabet, c'est tout simplement faire une permutation aléatoire des lettres de l'alphabet. Cela était connu dans l'histoire par le codage par substitution monoalphabétique. On dit monoalphabétique, c'est parce que chaque caractère est remplacé par un et un seul caractère. Et dans ce cas, chaque répétition du même caractère dans le texte, elle est toujours remplacée par le même caractère dans le texte chiffré. Bien sûr, le décodage à cette époque devrait être plus difficile parce que, en final, par une permutation aléatoire, ça donne non seulement 25 décalages ou bien 25 possibilités pour le chiffrement, mais beaucoup plus de 10 millions, 2 milliards de possibilités. C'est 27 factoriel. Donc, le premier usage révélé, c'était, comme on a dit avant, dans la guerre des Gaules. C'est César de Rome le premier qui a développé ce chiffrement. Et bien sûr, ce type de chiffrement fut la technique de chiffrement la plus utilisée durant les premières millénaires. C'est presque 1500 années que le chiffrement de César a vraiment résisté contre les attaques, jusqu'à ce que Al-Kindi, Ibn al-Haq al-Kindi, le mathématicien arabe, qui a réussi à briser le code d'une façon plus ou moins intelligente, plus ou moins vraiment, qui a fait la valeur, qui a aidé les Arabes à battre les Romains durant la guerre entre eux. L'apparition de sa lettre a été faite, ou bien sa lettre a été découverte en 1987 à une bibliothèque à Istanbul sur une lettre qui est intitulée Manuscrit sur le déchiffrement des messages cryptographiques. La technique, c'était simple. Cette image représente la lettre qui qui existe maintenant dans un des musées, je pense, en Égypte. Donc, on considère ce texte chiffré, par exemple, en français. La technique de Kindi, c'était, c'est-à-dire simple et efficace. Premièrement, il a commencé par compter le nombre de répétitions des lettres, ou bien les lettres les plus utilisées en langue française. On trouve le E par 17,8%, S par 8,23%, etc. Il a compté le nombre de répétitions de chaque caractère dans le texte. Il a trouvé que le B est répété par 18,7%, N par 9, etc. Donc il a commencé par remplacer tous les B par des E, les N par des S et les C par des A. Ce qui donne le texte suivant. Puis il a passé au bigramme. On sait bien en français si le E est la lettre l'avant-dernière dans un mot, c'est beaucoup plus le S qui arrive dans la dernière position, ou bien le R avec moins en fait le N avec moins de probabilité, le R et le T. Donc il a pu réduire ou bien déduire que le U dans le texte, comme alors comme ici, B, B,
Donc, il a remplacé tous les U par les L, R par les D, etc. Maintenant, on peut déduire que le I, par exemple, on peut le remplacer par des T. Il a trouvé ce texte-là. Dans ce texte, quelques mots ont commencé à à s'apparaître. Maintenant, un expert en linguistique française peut déduire la plupart des mots. Il a trouvé que le V peut être remplacé par le O, le X par le U, etc. Le texte devient donc comme ça. Et avec des petites corrections, on peut trouver directement le texte clair et sans besoin de la clé ou bien de l'alphabet secrète qui a été utilisée dans la substitution mono-alphabétique. Wigner, ou bien Blaise de Wigner, qui est un mathématicien français, un cryptographe aussi, qui a eu l'idée en 1553 de comment on peut forcer la substitution mono-alphabétique d'une telle façon que la cryptanalyse d'Elkindi ne marche pas. L'idée c'était simple. Tous les caractères dans la substitution mono-alphabétique sont, ou bien dans le décalage de César, sont chiffrés par la même clé. Comme on a dit, toutes les répétitions du même caractère dans le même texte sont remplacées par le même caractère de l'alphabet décalé ou bien l'alphabet substitué. Donc, la chose simple que Wigner a fait, c'est juste d'introduire une notion de clé forcée, d'une clé renforcée un peu par rapport à la clé de César, en remplaçant l'alphabet substitué ou bien le décalage par un mot, de telle façon que la même répétition du même clé, en fait la même répétition du même caractère dans le même texte ne sera pas chiffrée par la même clé, par la même par le même caractère en fait. Donc, comme l'exemple celui-là qui désigne, par exemple, la clé c'est Allen. Donc, c'est la position du A dans l'alphabet, position du L, 1, 12, 1, 9, 14, etc. On a le texte clair M. Le code de Wigner est-il indéchiffrable? Bien sûr, Wigner, par rapport à César, il a pris les espaces en considération. Donc, il a écrit la lettre ou bien la clé plusieurs fois jusqu'à la fin du chiffrement et chaque caractère du texte clair il est chiffré par le caractère correspondant dans la clé, c'est-à-dire par le décalage correspondant dans la clé. Dans l'Internet, vous pouvez trouver ce qu'on appelle la table de Wigner. C'est une table de décalage à 25 caractères, à 25 décalages plutôt. C'est juste une matrice qui dit pour le caractère L et A, on trouve le caractère M, etc. Mathématiquement, c'est le même principe de César, c'est juste appliqué sur la langue française, juste que la clé a été changée. Donc un petit changement dans la clé a rendu le chiffre, ou bien le chiffrement de Wigner, comme étant un chiffrement plus ou moins indéchiffrable. Et ça reste depuis 1553 jusqu'à 19e siècle, jusqu'à 1800 et quelques, dans un commandant français qui s'appelle Charles Babbage, qui a réussi à briser le chiffrement de Wigner. L'idée de Babbage, c'était aussi simple. Il a basé sur le principe du déchiffrement du Kindi pour déchiffrer ou bien pour attaquer le chiffrement de Wigner. C'était, premièrement, il a essayé de déterminer la longueur de la clé en commençant par exemple par ce texte-là. Il a commencé par la première phase de trouver la taille pour trouver la taille de la clé. Il a souligné les répétitions de 3 caractères ou plus dans le texte. Et puis il a compté la distance entre chaque répétition en fait chaque répétition. Il a trouvé ce tableau-là. Le WUU existe 2 fois dans le texte.
dont il y a une distance de 95 caractères entre eux. Cette répétition de 7 caractères existe deux fois aussi avec 190 caractères entre eux, etc. Il a continué ses statistiques, ses calculs jusqu'à trouver ce tableau-là. Qu'il y a plusieurs répétitions. Il a trouvé que dans ces répétitions-là, il y a une chose commune, c'est qu'il y a une moyenne de distance entre eux. En fait, oui, une moyenne de distance de 5 caractères. Donc, ou bien une moyenne de 5 caractères. Il a conclu que la clé ici est de longueur 5 caractères. Lorsqu'on dit que la longueur est de 5 caractères en revenant au chiffrement de Wigner, c'est que on écrit la clé plusieurs fois jusqu'à la fin du texte. Ça veut dire que si la clé est de 5 caractères, cela veut dire que le premier et le sixième, 11e, 16e, etc. sont tous des caractères chiffrés par la même clé. Deuxième, avec le septième, avec le 12e, le 17e, etc., chiffrés par la même clé. Donc, il a continué de cette façon. Lorsqu'il a décomposé le texte en 5 groupes, il a juste appliqué le principe de Kindi sur ces 5 groupes afin de, bien sûr, en liant les groupes entre eux, en trouvant les relations, jusqu'à trouver le texte. Donc, il a eu que le E, c'est le plus répété dans la langue. Dans ce diagramme-là, représente les fréquences. Donc, le bleu représente le caractère le plus répété dans la langue, et le rouge représente le caractère le plus répété dans l'un des groupes ou dans les groupes qui existent. Donc, il a trouvé que W égale à 23%, et le E égale à 5 répétitions en fait. Donc, on trouve 23 moins 5 plus 1 égale à 19. Donc, donc la première caractère, ou bien la première lettre de la clé, c'est S. Il a continué de la même façon jusqu'à trouver que la clé était Scuba. Donc il a appliqué Scuba sur le texte chiffré, il a trouvé tout simplement un texte clair. Une autre idée aussi dans la Deuxième Guerre mondiale que je n'ai pas ajouté dans ce cours-là, c'était un autre commandant, j'ai oublié son nom, dans la Deuxième Guerre mondiale. Il a trouvé, en fait, il a amélioré ce schéma-là par un dictionnaire. Ce dictionnaire, c'était l'idée que la clé, elle est généralement choisie, c'est un concept qu'on va parler dans d'autres chapitres si on le choix des mots de passe, etc. Il a considéré comme la clé comme étant un mot de passe. Donc un mot de passe, il est choisi d'une façon plus ou moins aléatoire. Cette façon aléatoire, psychiquement, ne dépasse pas les mots qu'on utilise fréquemment. Donc si on connaît que le cryptographe qui a chiffré, c'est un cryptographe militaire français, c'est qu'il va utiliser un mot qui est lié à l'armée, à la notion de guerre, à la notion de l'armée. Donc il a tout simplement construit un dictionnaire qui contient tous les mots qui sont en relation au domaine militaire en français. Et il a essayé, après la découverte de la taille de clé, de s'approcher le mot de la clé vers un des mots du dictionnaire qui a construit. Cela a réduit vraiment, selon les statistiques qui existent, a réduit la durée de l'attaque très, c'est-à-dire après moins de temps, beaucoup plus moins de temps que l'attaque de Babbage. La machine Enigma, c'est l'une des techniques de chiffrement qui a fait la révolution du domaine de la cryptographie. C'est le premier schéma qui a utilisé vraiment le circuit électrique. C'est le premier schéma de cryptographie qui a utilisé les circuits électriques pour le chiffrement. Bien sûr, c'était la machine clé, c'était l'algorithme clé qui a permis à Hitler de gagner la plupart
des batailles, ainsi de perdre la guerre. Donc la Deuxième Guerre mondiale, la perte de Deuxième Guerre mondiale, les batailles, les résultats des batailles de Deuxième Guerre mondiale ont été fortement influencés par la cryptographie. La machine Enigma, ça c'est un modèle qui existe dans l'un des musées en Allemagne. C'était tout simplement une machine qui a une combinaison de circuits, qui a une combinaison de fils électriques, qu'un cryptographe doit les choisir, avec une combinaison première de clés, et à la fin, juste en appuyant sur une clé de clavier, une des lampes de notre lettre va être allumée. Ce qui veut dire que le chiffrement, comme l'exemple ici dans ce schéma-là, que le Q, donc le cryptographe a appuyé sur la lettre Q, il y a un ensemble des brouilleurs, d'un réflecteur, des rotors qui permettent de substituer la lettre en entrée par une autre lettre. Donc ça rentre un Q, la sortie c'était un Y. Un Y est devenu un S dans le deuxième rotor. Dans le troisième rotor, il est devenu un N. Le réflecteur, c'est juste, il a fait un truc symétrique entre l'alphabet qui est N devenu K, etc. jusqu'à la sortie qui c'était un U. C'est une machine vraiment complexe, mais grâce à un Allemand qui s'est enfoui avec les designs dans la Première Guerre mondiale en fait. Dans la Première Guerre mondiale, qui ce design ont été vendus en France, qui est donné en Pologne. Je ne vais pas parler de détails, les détails existent dans le livre que j'ai parlé dans le début. Donc, c'était la première tentative par le mathématicien, statisticien allemand Rejewski et polonais Rejewski, qui a reconstruit la machine Enigma chez lui localement. Il a pu la casser. Puis, après ça, la machine a été améliorée en ajoutant plus de rotors, en ajoutant d'autres composantes, en renforçant la construction des circuits, d'une façon que les clés, ou bien le nombre de clés, s'était amélioré de à peu près 100 milliards de clés vers plus de 10 millions de milliards de possibilités. Qui sait faire penser au monde dans cette époque que la machine Enigma, c'est l'algorithme de cryptographie qui est impossible de le déchiffrer. Bien sûr, comme on a dit, Rejewski a cassé la première version, puis c'était une Enigma avancée qui est utilisée dans la Deuxième Guerre mondiale. Et puis arrive le fameux Alan Turing, qui s'est basé sur les travaux de Rejewski pour casser la machine Enigma Advanced. Je vous conseille, entre parenthèses, de voir le film The Imitation Game pour avoir, parce qu'il contient vraiment l'histoire réelle de comment a été cassée la machine Enigma. Bien sûr, une petite parenthèse, un étudiant un certain temps a pu simuler la machine Enigma logiquement dans le programme, dans ligne de distribution Unix. Donc Unix, il contient une certaine application de chiffrement qui s'appelle Crypt, qui a le même principe de la machine Enigma. Enigma, finalement, ce n'est qu'un algorithme de chiffrement, de substitution polyalphabétique qui est basé sur les circuits électriques. Bien sûr, il y a d'autres chiffrements, d'autres transformations, d'autres améliorations que la machine Enigma a vues, comme le chiffrement de Hill, le chiffrement affine. C'est des chiffrements simples qui utilisent des mathématiques plus ou moins complexes avec la machine Enigma afin de trouver des chiffrements plus ou moins sécurisés. Finalement,
euh, dans les années 70 en général, non seulement en 1977, il y a même 1975 qu'on va parler dans la prochaine vidéo, c'est a donné la naissance ou bien l'apparition de ce qu'on appelle la cryptographie moderne. C'est une cryptographie qui utilise l'informatique principalement, qui utilise l'alphabet binaire 1 et 0 et qui utilise les concepts mathématiques complexes. Généralement, Shamir, Rivers et Adelman sont les premiers mathématiciens qui ont donné la naissance des deux domaines de la cryptographie symétrique et asymétrique, euh, avec des versions plus améliorées durant le temps, comme le PGP en 1991 qu'on va parler dans la partie des cryptographies asymétriques. En 1994, l'algorithme du mathématicien égyptien Tahir el-Jamal, qui a utilisé aussi un concept mathématique plus ou moins simple et complexe en même temps. C'est la cryptographie moderne que les deux prochaines vidéos sera consacrées à la présentation des différents algorithmes qui existent les plus populaires. Donc on vous voit à la prochaine vidéo, Inch'Allah.